Vous avez 45 minutes pour présenter votre travail de thèse. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de thèse qui porte sur la modélisation par des méthodes lagrangiennes du transport sédimentaire induit par les mascarets. Cette thèse a été encadrée par Serge Duverson et Anthony Baudouin. Elle s'inscrit dans un projet d'étude du mascaret plus large qui comporte des mesures en milieu naturel de mascarets réels, des mesures en laboratoire de mascarets reproduits à échelle réduite, et un aspect simulation numérique où des mascarets numériques ont été reproduits dans les mêmes conditions que les mascarets générés en laboratoire. Et donc, le travail de thèse présenté aujourd'hui consiste à réutiliser les résultats obtenus numériquement pour injecter des traceurs numériques et ainsi étudier la partie transport générée, donc induite par ces écoulements particuliers. Donc, dans un premier temps, on va commencer par une introduction pour définir les différents processus étudiés, à savoir le transport sédimentaire et le mascaret. Je présenterai ensuite les objectifs de la thèse vis-à-vis de ces phénomènes-là. Dans un second temps, je présenterai les configurations de mascarets étudiés. Et ensuite, je présenterai les trois méthodes que j'ai utilisées et les résultats associés à chacune de ces méthodes. Et enfin, je terminerai par une conclusion pour récapituler les principaux résultats obtenus et pour présenter les perspectives de ce travail. Donc, le transport sédimentaire, dans le cadre de ce travail, on va le définir comme un processus qui induit le déplacement de corps solides dans un écoulement, dont la masse volumique est supérieure à celle du fluide qui l'entoure. Donc, on inclut dans ce processus le mécanisme d'érosion, le mouvement proprement dit des sédiments, jusqu'au dépôt sur le fond ou les berges de l'écoulement. Ce processus peut varier beaucoup d'un cours d'eau à un autre, comme on le voit ici au confluent de la Saône qui se jette dans le Rhône, où on voit nettement la différence de couleur, par exemple, due à la différence de transport sédimentaire, ou ici, comme on voit nettement le Rhône qui se jette dans le lac Léman, et on aperçoit l'apport de sédiments qui vont se déposer au niveau de l'embouchure du Rhône. Donc, le projet d'étude du mascaret s'est principalement focalisé sur la baie du Mont-Saint-Michel. Et dans cette baie, on retrouve comme sédiment principal la tangue, qui est grisâtre comme ceci, qui est essentiellement minérale et qui est assez fin, comme en témoigne l'étude granulométrique ici, qui montre que la majeure partie des grains ont un diamètre de l'ordre de 100 micromètres. Et à partir des prélèvements effectués, la masse volumique des grains individuels a été déterminée à environ 2000 à 2500 kg par mètre cube pour la plupart des grains sédimentaires. Donc dans la suite, on va faire des hypothèses importantes sur les sédiments. On va notamment se placer en régime dilué, ce qui aura pour conséquence que les grains n'interagiront pas entre eux, et qu'il n'y aura pas de rétroaction des grains sur l'écoulement. Nous supposerons aussi que les grains sont non cohésifs, ce qui impliquera que la granulométrie n'évoluera pas au cours du temps. Et nous supposerons que les grains sont sphériques et de diamètre, comme je l'ai dit, égal à 100 micromètres. Donc, ces grains sédimentaires, de manière générale, peuvent être transportés de différentes manières. Les plus gros grains vont se contenter de glisser et de rouler sur le fond de l'écoulement. C'est ce qu'on appellera le charriage. Les grains de taille intermédiaire vont être soulevés par l'écoulement et pourront se déplacer par sauts successifs, et on appellera ça la saltation. Et pour les grains les plus fins, l'écoulement pourra les maintenir sur de longues périodes et de longues distances au-dessus du fond de l'écoulement. Et donc on appellera cela la suspension. Et nous allons nous concentrer sur cette suspension. Donc, l'objectif de cette étude, comme on l'a vu, c'est de s'intéresser à l'effet du mascaret sur cette suspension. Donc,
nous allons définir le mascaret comme étant un ressaut hydraulique en translation qui est créé par la marée montante et qui se propage à contre-courant au sein d'un fleuve ou d'une baie et qui induit une élévation soudaine de la hauteur d'eau moyenne, qu'on va appeler le front, et éventuellement l'apparition d'un train d'oscillation dans la suite de ce front, en aval de ce front, que l'on appellera étole dans le contexte du mascaret. Donc, ici, deux exemples de mascaret. Dans ces deux cas, l'écoulement naturel du fleuve s'écoule de la droite vers la gauche. Les mascarets se propagent de la gauche vers la droite. Et ici, les premières vagues matérialisent le front, et les vagues suivantes sont les étoiles. Donc, ce phénomène est un phénomène assez compliqué, puisqu'il est à l'interface entre trois domaines différents. L'océan d'une part, un fleuve ici, et l'atmosphère. Donc, comme je l'ai dit, il est créé par l'onde de marée qui lorsqu'elle atteint la berge, la côte, une partie de cette onde va pénétrer dans l'estuaire du fleuve, pour ensuite se propager à contre-courant dans le fleuve. Donc la forme de l'estuaire aura un impact important sur la génération, sur la présence de mascarets ou non, ainsi que la pente et le courant du fleuve sont très importants. La topographie locale du fleuve aura aussi une incidence très importante sur la propagation du mascaret. Le mascaret ne se propagera pas de la même manière suivant que le chenal est rectiligne, courbé, ou que des obstacles sont présents dans le chenal, comme des îles, par exemple. Et de même, la bathymétrie aura un impact important sur sa propagation. Donc, dans la suite, nous on s'intéresse aux cas générés en laboratoire, ce qui équivaut à une topographie rectiligne et une bathymétrie carrée. Il existe différents types de mascarets. Le premier, que l'on va appeler mascaret ondulant, sera composé d'un front et d'étoiles successives qui se propagent à la même vitesse que le front. Un mascaret dit transitoire, où des déferlements apparaissent notamment au niveau du front et qui peuvent apparaître au niveau des premières étoiles, et les mascarets déferlants, où cette fois-ci le front va se composer d'une vague, d'un rouleau pleinement déferlant, et où l'on observera une quasi-disparition des étoiles. Donc nous, à la suite, par simplicité, on va se concentrer sur le mascaret ondulant uniquement. Donc, pour classifier ces différents types de mascarets, actuellement on utilise le nombre de Froude, qui est défini par rapport à la hauteur H1 de l'écoulement en amont du mascaret, donc la hauteur moyenne naturelle du fleuve, la vitesse moyenne toujours naturelle de ce fleuve, et la vitesse de propagation du mascaret, dB. Et donc, la valeur de ce nombre de Froude sera égale à V1 plus VB sur racine de GH1. Et donc, suivant les valeurs de ce Froude, on aura des mascarets de type différents. Si le Froude est inférieur à 1,3, le mascaret sera de type ondulant. Si le nombre de Froude est compris entre 1,3 et 1,5 et 1,6, le mascaret sera de type transitoire, et pour des nombres de Froude supérieurs à 1,6, nous aurons des mascarets différents. Donc, comme je l'ai dit, nous on se place dans le cas des mascarets ondulants uniquement, donc le Froude sera toujours inférieur à 1,3. En laboratoire, habituellement, pour générer des mascarets, on utilise une méthode de type réflexion d'un courant sur une paroi, où on établit un courant uniforme dans un premier temps, que l'on obstrue brutalement par une porte ou un obstacle quelconque, ce qui va avoir pour effet de faire augmenter la hauteur d'eau et générer un ressaut hydraulique en translation qui se propagera à la vitesse v, donc comme dans le cas du mascaret. Alors, les objectifs de cette thèse vis-à-vis de ces phénomènes-là va être de modéliser les trajectoires des grains et d'essayer d'affiner la classification des mascarets en fonction de ces trajectoires, de décomposer les différents effets associés aux différentes caractéristiques du mascaret et de développer les codes de calcul qui vont permettre cette étude-là. Donc, comme je l'ai dit, on va utiliser trois méthodes. Une pour déterminer les trajectoires des grains sédimentaires, qu'on appellera la méthode tracker, qui sera une méthode très précise puisqu'elle s'intéressera aux grains sédimentaires individuels,
Donc elle permettra de rendre compte de toute la physique pertinente à l'échelle du grain sédimentaire et donnera lieu à des calculs très lourds. Dans un second temps, nous intéresserons à l'évolution de la concentration en grain. Donc, nous utilisons la méthode particulière. Cette méthode permettra d'avoir une vision plus globale, on n'aura plus d'informations sur un grain individuel, ce qui permettra d'alléger nettement les calculs. Et enfin, nous nous intéresserons aux déformations locales d'un petit nuage de grains par la méthode des moments. Et donc celle-ci sera focalisée sur l'évolution de cette forme locale et qui là encore permettra d'alléger nettement les calculs. Donc, pour modéliser le transport sédimentaire de manière numérique, dans un premier temps, on doit modéliser le fluide de manière numérique. Donc cette partie-là a été faite dans le cadre d'une autre thèse au sein du projet, la thèse de Bruno Simon. Pour cela, il a utilisé le code TETIS, qui utilise des méthodes de type volume of fluid et qui modélise la turbulence par des méthodes de LES, Large Distribution. Et le modèle utilisé dans ce cas-là était un modèle d'échelle mixte. Donc le code TETIS permet ainsi d'obtenir des champs de vitesse à différents instants et que j'utilise ensuite pour modéliser la partie sédiment. Donc, ces champs de vitesse générés par TETIS viennent en entrée des codes développés pour chacune des méthodes, ce qui permet de modéliser le transport sédimentaire dans ces écoulements particuliers. Donc, comme je l'ai dit, on s'intéresse uniquement aux mascarets ondulants. Donc voici les deux cas étudiés. Le premier cas va consister en une fermeture complète de la porte qui obstrue l'écoulement. Donc ce qui voudra dire que l'écoulement initial est obstrué à 100%. Donc, ici, on a la vitesse moyenne de l'écoulement naturel avant la fermeture de la porte. Au niveau du fond, on va observer un ralentissement et une élévation de l'écoulement. Et ensuite, en aval du front, on aura essentiellement des oscillations de l'écoulement dues au passage successif des étoiles. Dans le second cas, cette fois-ci, la fermeture de la porte est partielle. Seul 30% de l'écoulement initial est obstrué. Donc, on a toujours ici la vitesse moyenne. On observe à nouveau un ralentissement et une élévation de l'écoulement. On retrouve les ondulations, les oscillations en aval du front. En revanche, cette fois-ci, on a une présence de courant due au courant de fuite ici, du fait que la porte n'est que partiellement fermée. Donc, dans le premier cas, on aura un effet dominé par les étoiles, ces oscillations. Dans le second cas, ce sera dominé essentiellement par le courant. Donc, voici un exemple de champ de vitesse obtenu par le code TETIS dans le cas A. Donc, le nombre de Froude associé à ce cas est égal à 1,13. Et donc, ici, on observe que les lignes de courant instantanées sont discontinues. Elles vont d'un point de la surface libre à un autre. Et si l'on regarde ce qui se passe sous la vague de fond, donc proche du fond, on observe une zone d'inversion du courant assez nette et assez large qui va faire à peu près la largeur de la vague de fond. Donc bien sûr, cette inversion du courant aura un effet important sur le transport sédimentaire. Le deuxième cas étudié, donc, cette fois-ci, on obstrue seulement 30% de l'écoulement. Le nombre de Froude associés sera égal à 1,17. Donc, les deux nombres de Froude des deux écoulements sont très proches, malgré que ces deux écoulements semblent différents, notamment au niveau des lignes de courant instantanées, puisque cette fois-ci, les lignes de courant restent continues, excepté pour les plus proches de la surface libre. Si l'on regarde à nouveau ce qui se passe sous la vague de fond, proche du fond, on observe des structures tourbillonnaires qui vont donner lieu là aussi à des inversions locales du courant, mais qui seront beaucoup moins larges que dans le cas précédent et qui seront multiples. On n'aura pas qu'une seule grosse comme dans le cas précédent. Donc là encore, on aura des comportements différents au niveau du transport sédimentaire. Donc, je vais maintenant présenter la première méthode utilisée, la méthode tracker. Donc,
Si l'on regarde à l'échelle d'un grain sédimentaire, ici représenté en noir, physiquement, on a une multitude de molécules d'eau aux alentours qui s'entrechoquent et qui entrent en collision avec le grain sédimentaire. Donc, représenter toutes les molécules d'eau de manière individuelle serait beaucoup trop coûteux en termes de temps de calcul. Donc, on approxime ces molécules d'eau par un milieu continu qui va appliquer un champ de pression continu sur la surface du grain. Donc, on a le droit de faire cette approximation-là du fait que les molécules d'eau soient beaucoup plus petites que les grains sédimentaires et que le temps caractéristique des collisions est nettement inférieur au temps caractéristique de mouvement du grain. Donc, la méthode permettant de résoudre cette vision-là consiste à résoudre l'équation de Maxey-Riley qui permet de déterminer notamment l'accélération instantanée du grain en prenant en compte de toutes les forces pertinentes qui s'appliquent à ce grain-là, notamment la force de pesanteur due à la traction terrestre, la pression du fluide, donc, qui est l'approximation des multiples collisions des molécules d'eau à la surface du grain, la masse ajoutée, qui représente la petite portion de fluide qui est entraînée dans le mouvement du grain, la traînée visqueuse, qui représente les frottements de ce milieu fluide sur la surface du grain, et un terme d'histoire, ou de basset, qui va représenter les instationnarités de la couche limite, dues aux accélérations locales du grain par rapport au fluide environnant. Donc, dans ce modèle, la turbulence de Soumaï, puisque comme je l'ai dit, l'écoulement est résolu par des méthodes de type LES, va consister à rajouter un terme fluctuant à la vitesse du fluide. À partir de cette méthode-là, j'ai injecté plusieurs groupes de grains sédimentaires à différentes hauteurs et de masse volumique variable. Donc, les trajectoires bleues représentent les trajectoires des grains sédimentaires de masse volumique égale à celle du fluide, et les trajectoires rouges représentent les trajectoires des grains de masse volumique, donc largement supérieures à celle du fluide, ici 2500 kg par mètre cube, où l'on voit donc nettement dans ce cas apparaître la sédimentation. Alors, sur cette figure-là, on remarque que pour les grains injectés au-dessus de 5 cm, toutes les trajectoires ont approximativement la même forme. En revanche, pour les grains injectés en dessous de 5 cm, l'interaction d'une part avec la couche limite et avec la zone d'inversion dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le cas A, donc différencie nettement ces trajectoires-là. Je vais m'intéresser essentiellement aux trajectoires de la partie supérieure. Ici, un zoom sur les grains injectés à 13 cm du fond. Donc, on remarque que dans un premier temps, les grains sont advectés de manière uniforme par l'écoulement, donc avant l'arrivée du masse carré. Au niveau du front, on observe un ralentissement et une surélévation des trajectoires, des grains sédimentaires, et ensuite des trajectoires en boucle, dues au passage successif des étoiles. Donc on appellera ces trajectoires-là des trajectoires doublanaires enroulées, du fait de ces boucles. Et, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on observe l'effet de sédimentation qui varie en fonction de la masse volumique, et qui, bien sûr, après le passage du front, pour les grains de masse volumique égale à celle du fluide, leurs oscillations se fait autour d'une valeur uniforme. Dans le cas B, donc les grains sont injectés dans les mêmes conditions, aux mêmes hauteurs et avec les mêmes masses volumiques. Donc cette fois-ci, on observe que les trajectoires sont ondulantes et non pas bouclées comme dans le cas précédent, du fait du courant de fuite. Et là encore, on remarque que pour les grains injectés proches du fond, on a des comportements très différents des comportements des trajectoires des grains injectés dans la partie supérieure, qui, elles, sont toutes semblables. Donc là encore, je vais m'intéresser essentiellement à la partie supérieure. Donc ici, un exemple de trajectoire dans cette partie supérieure, où là encore, on observe une advection uniforme avant l'arrivée du masse carré, un ralentissement et une surélévation au niveau du front, et ensuite des oscillations dues au passage successif des étoiles. Donc cette fois-ci, ces trajectoires-là sont appelées trajectoires doublanaires ondulantes.
fait de ces ondulations. Donc, j'ai ensuite essayé de modéliser ces trajectoires, donc uniquement de la partie supérieure, en s'inspirant du modèle de chaîne, qui consiste à modéliser la trajectoire de particules fluides dans un écoulement uniforme auquel une onde sinusoïdale, sur lequel se propage une onde sinusoïdale. Donc on appellera C la vitesse de propagation de l'onde, U la vitesse du courant et V la vitesse maximale induite par l'onde dans le cas où U serait nul. Donc la résolution de ce modèle analytique permet d'obtenir ces 5 classes de trajectoires, donc des boucles vers le bas, des pointes vers le bas, ce qui signifie en fait que les boucles deviennent infiniment petites, des boucles vers le haut, à nouveau des pointes vers le haut du fait que les boucles se réduisent infiniment, et ensuite une trajectoire ondulante. Donc si on compare aux cas précédents calculés numériquement, on s'aperçoit que ces deux cas semblent proches du cas étudié. Simplement, il faut bien avoir en tête que ce modèle de chaîne fait des hypothèses fortes, notamment il prend uniquement une onde sinusoïdale, ce qui n'est pas le cas du mascaret, se place dans le cas d'un courant uniforme, ce qui n'est pas le cas non plus, notamment au niveau du front, où on observe un ralentissement. Il ne prend pas en compte les effets de couche limite et il ne s'intéresse qu'à des particules fluides, donc il ne va pas d'inertie. Donc, on va devoir adapter un peu ce modèle-là pour l'appliquer au cas précédent. Donc, si je reprends les trajectoires d'une manière enroulée du cas A, que j'extrais uniquement la trajectoire du grain le plus lourd, nous allons l'approximer par un terme d'élévation au niveau du front, que l'on supposera évoluer en tangente hyperbolique, un terme de pesanteur, que l'on supposera constant, on supposera que le grain se sédimente à la vitesse WS. Nous approximerons le ralentissement au niveau du front par une tangente hyperbolique sur la vitesse. Donc finalement, la trajectoire va évoluer en une intégrale de cette tangente hyperbolique, un logarithme de cosinus hyperbolique. Et enfin, le modèle de chaîne qui va permettre de modéliser la partie Ethel, donc ici P, auquel on va ajouter un terme d'exponentielle décroissante pour représenter la décroissance temporelle de l'amplitude des Ethel. Donc si l'on applique ce modèle-là au premier cas, donc aux trajectoires légionnaires enroulées, on observe une bonne concordance du modèle, puisque en noir, vous avez la trajectoire du grain calculé numériquement, auquel le terme de gravité constant a été retiré, et le modèle de chaîne modifié en vert, pointillé, où on voit que le modèle concorde bien avec les trajectoires calculées. De même, dans le second cas, de trajectoire légionnaire ondulante, là aussi on retrouve un résultat proche de celui calculé numériquement, excepté au niveau du front, du fait des effets non linéaires et des fortes hypothèses qui ont été faites, qui ne permettent pas de bien représenter ce qui se passe au niveau du front, donc qui nécessiterait peut-être des termes correctifs à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous présenter les résultats obtenus par la méthode particulière. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse à une concentration en grains, puisque on veut observer le comportement global des sédiments, donc ça nécessiterait le suivi d'un très grand nombre de grains. Donc, pour éviter de suivre tous les grains de manière individuelle et d'avoir des temps de calcul très élevés, on approxime les grains par un champ de concentration continu. Donc, cette fois-ci, on a le droit de faire ça, du fait que les grains sédimentaires sont petits devant les structures d'écoulement et qu'ils s'éloignent les uns des autres, enfin, que leurs mouvements relatifs sont courts face au temps caractéristique du mouvement d'ensemble de ces grains. Donc la méthode qui permet de décrire cette vision-là du problème consiste à résoudre l'équation de transport qui permet d'obtenir l'évolution temporelle de ce champ continu de concentration en fonction de la vitesse du fluide, d'un terme de pesanteur, qui est supposé constant ici, et d'un terme de diffusion dans lequel on va inclure à la fois les effets de diffusion moléculaire et de dispersion turbulente pour modéliser la turbulence du sous-maille de la LES. Donc, on résout ce problème-là
avec une représentation lagrangienne, en discrétisant les éléments, le champ de concentration continue sur des éléments numériques discrets, en remarquant que finalement le champ de concentration continue à une position x est égal au produit de convolution de ce champ de concentration multiplié par un delta Dirac centré à la position x. À partir de ces éléments numériques discrets, il est possible ensuite de reconstruire le champ continu par des convolutions des éléments numériques multipliés par un noyau de régularisation continue. Donc, par exemple, ici, en noir, vous avez les éléments numériques discrets. Les courbes noires représentent le poids des particules multipliées par le noyau de régularisation, et la somme de toutes ces courbes noires nous donne le champ de concentration continue en rouge pointillé ici. Donc, ce problème est résolu en formulation lagrangienne, c'est-à-dire que les éléments numériques discrets sont déplacés à chaque pas de temps par la vitesse du fluide et une vitesse de diffusion qui va être fonction d'un coefficient dans lequel on inclut, comme je l'ai dit, les termes de diffusion moléculaire et de dispersion turbulente, multiplié par le gradient de concentration divisé par la concentration. Les résultats obtenus avec cette méthode-là ont consisté à injecter 3 nappes de sédiments à 3 niveaux différents. Les nappes font 1 cm d'épaisseur et 4 mètres de long. Donc elles sont injectées entre x égale 2 mètres jusqu'à x égale 6 mètres. Et la première injectée de 0 à 1 cm, la seconde de 2 à 3 cm, et la dernière, la plus élevée, de 10 à 11 cm. Donc l'injection est la même dans les deux cas A et B. Donc, ici, je vais vous présenter une vidéo résultant de l'évolution temporelle de la couche sédimentaire la plus basse, donc au niveau du fond, dans les deux cas A et B. Donc, en haut, vous avez le cas A, où l'effet est très faible. Alors, on remarque notamment tout de même ici l'effet de l'inversion du courant au niveau du fond, qui entraîne les sédiments vers l'amont, et on observe, si on est attentif, un renflement au niveau du front et des étoiles successives. Donc, sur cette vidéo-là, on ne peut pas trop voir en détail ce qui se passe. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai présenté des diagrammes spatio-temporels qui permettent de faire apparaître le comportement de manière globale et son évolution dans les deux cas, mais notamment dans celui-là où on n'observe pas grand-chose sur cette vidéo-là. En revanche, dans le cas B, partiellement ouvert, cette fois-ci, on observe la création de nombreuses structures tourbillonnaires, et au niveau du front, ici, on observe un renflement, duquel ensuite se détachent les différentes structures tourbillonnaires. Donc, on voit tout de suite que malgré que les deux nombres de Froude soient proches dans les deux cas, le comportement des sédiments est très différent. Donc, maintenant, je vais présenter les résultats obtenus par la méthode des moments. Donc, comme on l'a vu avec la méthode particulière précédemment, pour représenter un champ de concentration, on a besoin, avec la méthode particulière, d'un grand nombre d'éléments numériques discrets et de calculer leur évolution individuelle ainsi que leurs interactions au cours du temps. Donc, si on veut connaître l'évolution de la forme d'un nuage, on doit calculer donc l'évolution de tout ce système d'éléments numériques. Ici, l'objectif de la méthode des moments, c'est de représenter toute une portion de ce nuage, de sédiments, par un seul élément numérique, dont on associera la taille du nuage sédimentaire, et donc on calculera uniquement l'évolution de la forme de ce nuage de sédiments au cours du temps, ce qui nous permettra d'une part d'alléger nettement les calculs, puisqu'on n'aura plus qu'un seul élément numérique, et d'autre part, les propriétés calculées, l'évolution des propriétés de cet élément numérique nous donne directement le suivi des déformations locales de ce petit nuage de sédiments.
Donc, la méthode proprement dite consiste dans un premier temps à définir les moments eux-mêmes, qui sont définis comme l'intégrale sur la surface de l'élément numérique de la concentration fois la distance par rapport au barycentre de ce nuage de sédiments dans toutes les directions et à un exposant chaque fois qui se déterminera l'ordre du moment dans chacune des directions. Et donc on va ensuite pouvoir définir un ordre dit global de ce moment qui sera égal à la somme des moments de chacune des directions. Une fois qu'on a défini ces moments, on définit l'évolution temporelle de ces moments en appliquant une dérivée lagrangienne à la définition de ces moments. Et ensuite, en exigeant la diffusion et en utilisant un développement de Taylor à l'endroit de la vitesse autour du barycentre du nuage de sédiments, on obtient cette expression-là qui fait intervenir des dérivées spatiales du champ de vitesse qui seront calculées par différence finie. Donc, avec cette méthode-là, on a cherché à représenter les déformations locales de la nappe de sédiments supérieure. Donc, j'ai injecté un élément numérique circulaire dans cette zone-là, dont le diamètre est égal à l'épaisseur de la nappe de sédiments. Donc, ici, on se limite à un développement de Taylor à l'ordre 1 de la vitesse, ce qui signifie que cet élément numérique circulaire ne pourra se évoluer que vers une forme elliptique. Donc, finalement, on n'aura besoin que des moments d'ordre 2 pour passer des caractéristiques donc, du disque ou de l'ellipse au moment. Donc, voici les courbes d'évolution des moments proprement dit. Donc, en bleu, vous avez les courbes associées au KA, donc complètement obstruées, et en rouge, les courbes associées au KB, partiellement obstruées. Donc, on remarque dans un premier temps que globalement les évolutions des courbes dans les deux cas sont similaires. Alors ici, les moments sont normalisés par la valeur initiale de mx carré. Les moments mx carré et my carré sont égaux à 1 à t égale 0. Par ailleurs, le moment mx carré représente l'élongation du nuage de sédiments selon l'horizontale. Le moment my carré représente l'élongation selon l'axe vertical. Et le moment mxy va permettre d'obtenir l'orientation de ce nuage. Donc, dans le cas du masse carré, on observe ici au niveau du front une élongation selon y, donc une augmentation des moments my carré dans les deux cas, une contraction selon x, donc une diminution du moment mx carré, et dans un premier temps, on observe que le moment mxy est négatif, donc, ce qui veut dire que le nuage sédimentaire s'oriente de telle sorte que le sommet de ce nuage pointe vers la gauche, donc vers l'aval de l'écoulement, puisque le masse carré se propage de la gauche vers la droite. Ensuite, ce moment mxy passe dans des valeurs positives dans les deux cas, ce qui signifie que la partie supérieure du nuage de sédiments pointe vers l'amont de l'écoulement. Au niveau du sommet de la vague de front, on observe un maximum d'élongation selon y, et bien sûr une contraction maximale selon x, par conservation, et ensuite des oscillations autour d'une valeur moyenne de ces différents moments dus au passage successif des étapes. Alors, on a essayé de modéliser ce comportement-là en approximant le masse carré par une surélévation, ici en bleu, que l'on approxime par une rupture de barrage, et une suite de solitons qui représentent les étoiles. Donc, si l'on regarde ce qui se passe dans le cas du soliton, voici un champ de vitesse instantané de soliton. Le soliton ici se déplace de la gauche vers la droite, et le nuage sédimentaire est injecté
à peu près à mi-hauteur de l'écoulement. Dans ce cas-là, voici l'évolution des moments. Donc, initialement, on a toujours un nuage de grains circulaire. Donc, les moments sont tous les deux, les moments mx carré et my carré sont égaux à 1. Lorsque le nuage de grains atteint la partie ascendante du soliton, on observe une élongation selon y, une augmentation du moment my carré et une contraction selon x, donc une diminution du moment mx carré. On observe là aussi un passage dans des valeurs négatives du moment mxy, ce qui veut dire que l'orientation du nuage est telle que le sommet pointe vers la gauche. Au niveau du sommet du soliton, le nuage de grains est allongé au maximum selon y et contracté au maximum selon x, et son orientation est parfaitement verticale. Et ensuite, dans la phase descendante du soliton, un comportement symétrique qui ramène petit à petit le nuage de grains à sa forme initiale. Maintenant, le cas de la rupture de barrage, toujours l'écoulement obtenu à l'aide du code Tétis, le front se propage toujours de la gauche vers la droite et le nuage de grains est injecté là aussi à mi-hauteur de l'écoulement. Voici l'évolution des moments et de la forme du nuage, qui initialement est donc circulaire. Au niveau de la forte surélévation du front, on observe une forte élongation selon y, une forte contraction selon x, toujours du fait de la conservation, et dans un premier temps, on observe des valeurs négatives du moment mxy, qui veut toujours dire que l'orientation du nuage est telle que le sommet pointe vers la gauche, l'aval de l'écoulement, et ensuite une stabilisation de cette valeur de mxy dans des valeurs positives. Et de même, le moment my carré se stabilise à une valeur maximale, et le moment mx carré se stabilise à une valeur minimale. Donc cette fois-ci, le nuage de grains ne revient pas à son état initial, et après la surélévation, sa forme reste donc fortement allongée selon y, et orientée de telle sorte que le sommet pointe cette fois-ci vers l'amont de l'écoulement. Donc si l'on recompare ça à ce qui se passait dans le cas du mascaret, finalement, la première partie, donc au niveau du front, est très proche de ce qui se passe dans le cas de la rupture de barrage, et ensuite, les oscillations dues aux étoiles sont très proches de ce qui se passe dans le cas d'un soliton répété successivement pour chaque étoile. Donc, pour conclure cet exposé, on a vu que donc la méthode tracker nous a permis de suivre les trajectoires des grains sédimentaires. Nous avons vu que le modèle proposé donnait des résultats très satisfaisants au niveau des trajectoires des grains. J'ai rappelé simplement ici les principales caractéristiques de ce modèle. Le terme en logarithme de cosinus hyperbolique qui représente le ralentissement de l'écoulement, le terme de chaîne pondéré par une exponentielle décroissante, le terme ici de surélévation de l'écoulement, le terme de gravité et le terme de chaîne, toujours pour les états. Donc on a observé que les trajectoires dépendaient beaucoup des conditions de génération du mascaret. Dans le cas de la méthode particulière, on a donc pu suivre l'évolution de la concentration en grains, et on a observé là aussi que les structures dépendaient très fortement de la manière de générer le mascaret. Donc ces deux méthodes-là tendent à montrer que le nombre de foudres n'est pas suffisant pour caractériser ce qui se passe sous la surface libre du mascaret, malgré qu'elles permettent une bonne classification au niveau de la surface libre. Et enfin, la méthode des moments nous a permis de suivre l'évolution de la forme locale d'un petit nuage de sédiments. Nous avons proposé un modèle simple permettant d'approximer le comportement de ces petits nuages de grains dans le mascaret par une surélévation, représentée par une rupture de barrage,
et des oscillations représentées par des solitons. Nous avons vu cette fois-ci que l'évolution de la forme était très peu dépendante des conditions de génération du masse carré, contrairement aux trajectoires. Et enfin, nous avons vu, avec cette méthode, que la forme du nuage de sédiments était majoritairement due à l'effet du front, et que finalement les étoiles ne faisaient que faire osciller la forme du nuage autour d'une forme moyenne. Donc, les perspectives de ce travail consisteraient à tout d'abord une extension tridimensionnelle et à se placer dans un cas où la turbulence serait plus élevée, puisque dans les cas étudiés, la turbulence était très faible. Et par ailleurs, l'étude tridimensionnelle permettrait d'étudier le comportement du transport sédimentaire au niveau des berges, puisque dans les masses carrées naturelles, on observe au niveau des berges une zone de très forte remise en suspension. Un autre élément important à effectuer serait la comparaison avec des données expérimentales ou des données de terrain, puisque actuellement, nous n'avons pu comparer que de manière visuelle comme ceci, avec des tests en laboratoire, donc, qui sont plutôt encourageants, mais on n'a pas pu avoir de comparaison précise, notamment pour vérifier la pertinence des modèles présentés. Et enfin, la question importante soulevée par ce travail-là consiste à proposer donc un nouveau nombre sans dimension pour caractériser l'écoulement sous la surface du masse carré, puisqu'on a vu que le nombre de Froude n'était pas approprié pour caractériser cet écoulement, et donc pour caractériser le transport sédimentaire associé à ces écoulements particuliers. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons poser quelques questions. Je me tourne vers le premier rapporteur, M. Guillaume.